21 février 1916. Un millier de canons allemands ouvrent le feu sur les positions françaises autour de Verdun. Ce sont les premiers coups de feu de l'une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. À Verdun, la stratégie militaire traditionnelle cède la place à la logique implacable de l'usure. Tuez l'ennemi plus vite que vous ne perdez vos propres hommes, et vous briserez sa volonté de combattre. La théorie sera mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. Verdun se transforme en un gigantesque hachoir à viande, dévorant 1000 vies par jour, et ce pendant 300 jours. La bataille restera immortalisée pour son horreur et les souffrances extraordinaires endurées par les troupes des deux camps. Mais c'est aussi une histoire dramatique de leadership, de détermination et d'héroïsme. Sur fond de technologie émergente et de doctrine militaire en évolution. Voici l'histoire de Verdun, 1916. Deux mois plus tôt, les commandants alliés se réunissent à Chantilly, en France, pour discuter des plans militaires pour l'année à venir. 1915 avait été une mauvaise année pour les Alliés. Les forces russes battent en retraite. Des débarquements désastreux à Gallipoli. Et malgré les offensives coûteuses des Alliés, les Allemands occupent toujours la Belgique et certaines parties de la France. Le front occidental est désormais englué dans une guerre de tranchées, où les forces d'attaque subissent des pertes massives pour chaque infime avancée. Mais les commandants alliés à Chantilly estiment que l'armée allemande est désormais surchargée et que 1916 est leur chance de remporter la victoire. Les Alliés conviennent de lancer des attaques simultanées de grande envergure depuis l'Est, l'Ouest et le Sud, afin de porter un coup fatal aux puissances centrales. C'est précisément ce que craint le commandant allemand Erich von Falkenhayn. Il est déjà convaincu qu'une victoire allemande décisive dans cette guerre est improbable. Les ressources des Alliés sont trop importantes. Il soutient au contraire que l'Allemagne devrait tenter de forcer l'ennemi à négocier, et ce, rapidement. Il estime que cela peut être réalisé en rendant le coût de la guerre prohibitif pour les Alliés, et que les Français seront les premiers à céder. Il planifie donc une offensive contre les Français, nom de code, Opération Gericht, jugement. La cible, Verdun, dans le nord-est de la France. Cette cité fortifiée historique se situe dans une vallée de la Meuse. En 1914, les Allemands avaient traversé le fleuve vers le nord et la ville se trouve désormais dans une avancée exposée. Mais il est bien protégé. Verdun est entouré de collines et de crêtes, renforcé par une ceinture de puissants forts, construits pour protéger la frontière orientale de la France. Ce sont des défenses redoutables, mais le choix de la cible par Falkenhayn n'est pas dénué de logique. Falkenhayn sait que Verdun revêt une immense importance symbolique pour la France, et ses généraux se sentiront obligés de la défendre, potentiellement jusqu'au dernier homme. Voilà ce qu'il veut, car son véritable objectif n'est pas de prendre Verdun, mais d'infliger tant de pertes aux Français que cela brisera leur morale.
Selon un officier, il utilise à maintes reprises la phrase suivante : « L'armée française doit être saignée à blanc ». Il ne reste plus aux Allemands qu'à s'emparer des hauteurs qui entourent Verdun. Les Français sont contraints de contre-attaquer, entamant une guerre d'usure dans laquelle les Allemands ont les meilleurs atouts. L'artillerie est la principale arme meurtrière sur le front occidental et constitue un élément clé des plans de Falkenhayn. Fait significatif, Verdun se trouve à seulement 40 km de Metz, un important nœud ferroviaire allemand, avec des liaisons ferroviaires directes vers l'une des usines allemandes, garantissant ainsi que ses canons recevront tous les obus nécessaires. En revanche, Verdun elle-même ne peut plus être approvisionnée en toute sécurité par voie ferroviaire, en raison de l'avancée allemande, et doit donc compter sur un réseau routier restreint pour ses approvisionnements. Certains historiens affirment que, plus tard, après avoir vu la bataille de Verdun, Falkenhayn a menti sur ses plans en 1916. En réalité, il avait toujours espéré s'emparer de Verdun, mais après la guerre, il a choisi de réécrire l'histoire, allant jusqu'à falsifier un rapport clé, afin de prétendre qu'il n'avait jamais planifié autre chose qu'une simple grande bataille d'usure. L'objectif précis de Falkenhayn deviendra bientôt sans objet. Quoi qu'il en soit, son plan est audacieux et impitoyable. Mais pour que cela fonctionne, les Allemands devront s'emparer des célèbres forts de Verdun et les conserver. Verdun est protégé par 19 grands forts français et une vingtaine de fortifications plus petites, ou ouvrages. La plupart ont été construites dans les années 1880, après la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne, mais elles ont été continuellement modernisées et renforcées depuis. Chaque fort est à portée de vue de ses voisins, de sorte que leurs canons peuvent fournir un appui-feu. Le joyau de la couronne est le fort de Douaumont, qui domine le paysage et est réputé pour être le fort le plus puissant d'Europe. Il s'agit d'un pentagone en acier et en béton de plus de 400 mètres de large et situé au-dessus d'une pente ou glacis gardé par des barbelés et des barrières à pointe. Le centre du fort est protégé par un fossé sec de 5 mètres de profondeur et de 10 mètres de large. 3 galeries situées dans les angles avant abritent des canons légers et des mitrailleuses, permettant des tirs de flanc à travers le glacis extérieur et dans les douves. Au centre, des postes d'observation blindés et 5 emplacements surélevés pour l'artillerie et les mitrailleuses. Il s'agit notamment des casemates de Bourges, avec 2 canons de 75 mm et une tourelle de canon rotative de 155 mm, qui peut être abaissée dans le fort pour assurer sa protection. Seule une partie du fort est visible depuis la surface. Profondément sous terre, à 4 mètres de terre, et 2,5 mètres de béton armé, se trouvent des tunnels, des installations et des casernes pour 800 soldats répartis sur 2 niveaux souterrains. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Au début de la guerre, les célèbres forts belges avaient été détruits par l'artillerie lourde allemande. Cela avait amené les généraux français à s'interroger sur la valeur des forts de Verdun. De plus, personne ne s'attend à une attaque majeure à Verdun. Ainsi, face aux demandes urgentes d'artillerie ailleurs sur le front, Douaumont et d'autres forts ont été dépouillés de leurs canons lourds. En 1916, leurs effectifs sont également lamentablement insuffisants. En 1914, Douaumont était tenu par 500 hommes. Aujourd'hui,
par seulement 56 réservistes d'âge mûr. La forteresse la plus puissante d'Europe n'est en réalité qu'un tigre de papier. Les préparatifs allemands en vue de l'attaque progressent rapidement. L'artillerie ouvrira la voie à l'avancée de l'infanterie. Les ingénieurs construisent 10 nouvelles lignes de chemin de fer, 24 gares et des embranchements pour acheminer les canons lourds jusqu'à leur position. Ils constituent un arsenal terrifiant. 1220 canons pour une attaque sur un front de 13 km, soit en moyenne un canon tous les 11 mètres. 1300 trains de munitions acheminent 2,5 millions d'obus pour le bombardement initial. Et enfin, 140 000 soldats se mettent en marche pour l'assaut. Verdun est la première grande bataille de l'histoire à débuter par une lutte pour la supériorité aérienne. Les Allemands déploient 168 avions pour dominer le ciel et empêcher les avions français d'observer leur déploiement. Mais il y a des signes inquiétants. Les Français remarquent que les Allemands démolissent les clochers des églises derrière leurs propres lignes, une pratique courante avant une attaque majeure, afin que les observateurs ennemis ne puissent pas les utiliser comme point de repère. Mais ces rapports, ainsi que les demandes urgentes de renforts, sont ignorés. À la veille de la bataille, les Français sont largement inférieurs en nombre et en armement. Le 21 février, à 7h15, plus d'1 millier de canons allemands ouvrent le feu sur les positions françaises autour de Verdun. Ils ont tiré près d'1 million d'obus ce jour-là. Les Allemands appellent ces bombardements Trommelfeuer, tir de tambour, car les explosions continues ressemblent au roulement d'un tambour. À 17h, le barrage d'artillerie se lève et l'infanterie allemande avance. Ils découvrent de nombreuses tranchées françaises abandonnées ou occupées seulement par des survivants abasourdis et traumatisés par les bombardements. Il existe cependant des poches de résistance. À la tombée de la nuit, des régiments français isolés organisent une défense désespérée depuis les bois dévastés de Corps et d'Aumont. Pendant ce temps, l'artillerie française harcèle l'infanterie allemande qui avance en terrain découvert. Mais ils ne peuvent pas retenir l'ennemi très longtemps. 4 jours plus tard, le 25 février, les Allemands atteignent le fort de Douaumont. Un petit détachement de soldats s'approche prudemment. Mais à leur grande surprise, ils le trouvent presque abandonné. Ils s'introduisent par une ouverture et le célèbre fort de Douaumont tombe sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Sa perte, remarque un officier français, coûtera à l'armée française 100 000 vies. Les Allemands ne sont plus qu'à 10 km de Verdun. Seule une ligne de fort plus faible, Souville, Saint-Michel et Belleville, se dresse sur leur chemin. Le haut commandement français a été pris au dépourvu. Dans un premier temps, le commandant en chef, le général Joffre, hésite à agir. Il ne veut rien qui puisse perturber les plans de l'assaut allié majeur prévu pour l'été. Mais il est rapidement convaincu que la perte de Verdun serait un coup inacceptable pour le moral des Français, ainsi qu'un désastre politique.
Il ordonne à toute la 2e armée, sous les ordres du général Philippe Pétain, de renforcer Verdun. 6 jours après l'attaque allemande, Pétain est à la tête du secteur. Il suspend immédiatement les coûteuses contre-attaques pour privilégier la défense. Fin février, la ligne française est consolidée. Une chance, c'est que les Allemands ont progressé au-delà de la portée de leur propre artillerie de soutien. Des canons qu'il est terriblement pénible de déplacer à travers la boue épaisse. L'avancée allemande s'enraye. Surtout, Falkenhayn n'a pas réussi à s'emparer de tous les sommets de la rive est de la Meuse. Cela signifie que les lignes allemandes sont exposées aux tirs d'artillerie provenant de Bois-Bourru, de Marre et de Vacheroville, ainsi que d'autres canons français sur les hauteurs à l'ouest de la Meuse. Les stratèges allemands avaient exhorté Falkenhayn à attaquer ses positions dès le début. Finalement, le 6 mars, bien après que l'effet de surprise se soit dissipé, il étend son offensive à la rive ouest. Après un bombardement d'artillerie dévastateur, 2 divisions, plus de 30 000 hommes, attaquent sur un front de 5 km. Ils subissent de lourdes pertes et sont incapables de prendre 2 positions clés qui deviendront tristement célèbres, Côte 304 et le Mort-Homme. Fin mars, 2 autres attaques allemandes sont repoussées dans le sang, aux alentours du village de Douaumont et du bois de la Cayette. La bataille semble déjà prendre une tournure inattendue, attirant toujours plus de troupes. Les objectifs initiaux s'estompent. Chaque village et chaque point culminant devient un enjeu âprement disputé. Falkenhayn est par la suite critiqué pour 2 erreurs cruciales commises lors de cette phase initiale de la bataille. Il n'a pas attaqué la rive ouest de la Meuse dès le début, et il n'a pas engagé ses réserves assez tôt pour exploiter sa percée initiale. Ces occasions ne sont plus d'actualité. Les Allemands ne remporteront plus de victoires faciles, et un schéma familier se dessine. Verdun se transforme en une terrible et épuisante bataille d'usure, aussi meurtrière pour les Allemands que pour les Français. Deux mois se sont écoulés depuis l'attaque allemande initiale à Verdun. En avril, les combats se sont transformés en une terrible guerre d'usure, comme Falkenhayn affirme l'avoir toujours prévu. Une multitude de luttes féroces et de moindre envergure se déroulent dans les ravins, sur les pentes et pour chaque parcelle de terrain élevé. L'importance du terrain en hauteur réside dans une raison principale. Elle permet de fournir des points d'observation pour les canons lourds. Les champs de bataille de la Première Guerre mondiale sont dominés par l'artillerie. Déchaînant un déluge d'obus explosifs et à fragmentation sur l'ennemi, c'est de loin l'arme la plus meurtrière. Au cours des 6 premiers mois de la bataille de Verdun, jusqu'à 37 millions d'obus ont été tirés. Selon certaines estimations, 100 millions d'obus auraient été tirés d'ici la fin de la bataille. Les canons allemands les plus lourds sont les obusiers de 420 mm, le Gamma-Gerät Fix et le Minenwerfer-Gerät Mobile, plus connu sous le nom de Grosse Bertha. Seuls 22 exemplaires furent construits et 13 furent envoyés à Verdun. La Grosse Bertha pèse 43 tonnes métriques, avec un fût de 5 mètres de long. Ces obus pèsent plus d'1 tonne et ont une portée de près de 10 km. Grâce à leur trajectoire élevée et à leurs mèches retardées, elles peuvent traverser 12 mètres de béton et de terre avant d'exploser.
Chaque Grosse Bertha dispose d'un équipage de 240 hommes. Préparer une telle machine au combat est une tâche colossale. Et une fois assemblée, sa cadence de tir n'est que de 8 obus par heure. Elles sont déclenchées par une longue lanière, protégeant l'équipage au cas où un obus exploserait dans le canon, et de l'onde de choc, capable de briser des vitres à plus de 3 km de distance. Durant les premières semaines de la bataille, les Français ne peuvent rivaliser avec la puissance de feu des Grosses Bertha. Mais Pétain veille à ce que de nombreux autres canons français soient rapidement acheminés à Verdun. L'une de leurs armes les plus lourdes est le canon de 2 banges de 155 mm de long, un modèle ancien développé dans les années 1870. Au moment du déclenchement de la guerre, il est considéré comme obsolète, comparé au canon français de 75 mm, plus mobile et plus célèbre. Mais les canons de 155 mm sont toujours utilisés dans les positions fortifiées autour de Verdun, et à mesure que la bataille s'intensifie, ils s'avèrent indispensables. Les versions plus récentes sont équipées de chenilles métalliques, ce qui améliore la mobilité sur les terrains accidentés. Le 2 banges est bien plus petit que les canons lourds allemands, mais ses obus plus légers ont une portée supérieure de près de 13 km et une cadence de tir plus rapide, d'1 obus par minute. Des équipages expérimentés de 5 hommes sont capables d'une précision exceptionnelle et se spécialisent dans la neutralisation de l'artillerie allemande par des tirs de contre-batterie. Les conditions de vie des soldats à Verdun sont cauchemardesques. L'ennemi est rarement visible en raison des bombardements incessants. Des restes humains jonchent le paysage dévasté. L'odeur de mort flotte sur le champ de bataille. Les tranchées ont été rasées par les bombardements. Alors les hommes s'abritent dans des cratères, reliés entre eux pour former de nouvelles lignes de fortune. Les soldats chanceux trouvent refuge dans les forts délabrés, où se trouvent des postes de secours médicaux. Ironie du sort, des forts comme Douaumont, que les Français considéraient comme sacrificiables, résistent bien aux bombardements. Mais les soldats des 2 camps sont terrifiés, épuisés et ont désespérément besoin de nourriture et d'eau. Les cours d'eau sont contaminés, les puits des villages sont détruits et les maladies se propagent rapidement. L'armée française est mieux organisée pour supporter cette existence misérable grâce à la politique de rotation des unités du général Pétain, connue sous le nom de Noria, la roue à eau. Cela permet de garantir que les unités françaises soient régulièrement retirées du front pour se reposer et ainsi éviter leur destruction physique et psychologique complète. Cela signifie qu'environ les 3/4 de l'armée française servent à Verdun à un moment ou un autre. « J'ai fait Verdun » est l'expression qu'ils utilisent. À l'inverse, les unités allemandes restent plus longtemps en première ligne, ce qui entraîne une érosion constante de leurs effectifs et de leur morale. Le général Pétain est également attentif à la logistique. La principale voie d'approvisionnement française, venant du sud, est le théâtre d'une activité constante. Considérée comme une bouée de sauvetage pour la défense de Verdun, elle devient connue sous le nom de la Voie sacrée.
La voie sacrée est un tapis roulant qui nourrit l'appétit insatiable de Verdun en hommes, en munitions et en ravitaillement. Jusqu'à 15 000 tonnes de ravitaillement et 15 000 soldats arrivent chaque jour. Les camions de l'armée circulent jour et nuit, se croisant toutes les quelques secondes. Les véhicules en panne sont simplement déplacés hors de la route afin de dégager la voie. 10 000 ouvriers travaillent à l'entretien de la chaussée. Falkenhayn est de plus en plus inquiet de l'ampleur des pertes allemandes. En avril, on dénombre déjà plus de 100 000 hommes. Il envisage même d'interrompre l'attaque. Le 8 mai, ses troupes subissent un désastre au fort de Douaumont. Un dépôt de munitions prend feu. Les flammes ravagent les tunnels, tuant près de 700 hommes. Mais les Allemands remportent également des gains durement acquis ce mois-là, prenant finalement l'avantage à Côte 304, puis aux morts-hommes. Du côté français, le général Pétain a supervisé une stratégie défensive prudente et méthodique, tout en s'efforçant d'éviter les pertes inutiles. Il est désormais promu au commandement du groupe d'armée centrale français. À Verdun, il est remplacé par le général Robert Nivelle. Nivelle est un fervent défenseur du fameux esprit offensif français. Et il ne se contentera pas simplement de contenir les Allemands. Les Français ont déjà tenté sans succès de reprendre le fort de Douaumont. Le 22 mai, Nivelle supervise une deuxième tentative. Après un violent bombardement, les Français avancent. Malgré de lourdes pertes, un régiment français parvient à pénétrer dans le fort. Mais elle est rapidement coupée du reste du groupe par les tirs d'artillerie et les contre-attaques allemandes. 1000 survivants se rendent. Au total, la division française d'attaque subit des pertes de près de 50%. Falkenhayn reçoit de nouvelles estimations des pertes françaises dans la bataille. Elles sont excessivement optimistes. Les Français auraient perdu un demi-million d'hommes, soit 3 ou 4 hommes pour chaque Allemand. En réalité, les pertes allemandes et françaises sont beaucoup plus proches. Mais Falkenhayn, encouragé par la possibilité de finalement remporter la bataille d'Uzur, planifie de nouvelles attaques. Son premier objectif est le petit fort de Vaux, qui surplombe les lignes de ravitaillement allemandes. Après une semaine de combat dans une petite vallée, l'infanterie allemande atteint le fort le 2 juin. 500 défenseurs français, repoussés dans les tunnels du fort, subissent des attaques au gaz et aux lance-flammes et des combats au corps à corps dans l'obscurité. Au bout de 5 jours, ils n'ont plus d'eau et sont contraints de se rendre. Le prochain objectif des Allemands est la crête qui s'étend de Thiaumont en passant par Fleury jusqu'à Souville. Souville est l'un des derniers points d'observation encore aux mains des Français à l'est de la Meuse et le dernier ouvrage de défense majeur avant Verdun même. Le 22 juin, l'artillerie allemande tire 100 000 obus à gaz sur ce secteur, ciblant les batteries françaises. Ils utilisent du phosgène et du diphosgène.
De nouveaux composés mortels contre lesquels les masques à gaz français ne sont que partiellement efficaces. Les artilleurs suffoquent malgré leurs masques. Les canons français dans le champ de gaz se taisent. Le phosgène, en grande quantité, persiste durant la nuit, s'infiltrant dans les ravins et les cratères d'obus, empêchant tout réapprovisionnement. L'assaut allemand débute le lendemain à l'aube. Il s'empare rapidement de l'ouvrage de Thiaumont et du village de Fleury, qui changeront de main 16 fois au cours des semaines suivantes. Les Allemands ne sont plus qu'à 6,5 km de Verdun. Mais ceci marquera l'apogée de leur progression. Nivelle envoie un message à ses troupes. Ils ne passeront pas. Les Français tiennent l'ouvrage de Froid-de-Terre. Et le fort de Souville, dernier bastion avant Verdun, tient bon. En juillet, le centre de gravité du front occidental se déplace soudainement vers le nord-ouest, en direction de la Somme. C'est ici que les Britanniques et les Français lancent leur grande offensive estivale contre les Allemands. L'attaque a été avancée afin de soulager la pression sur Verdun. Et les deux camps ont déjà déployé des troupes ici, en prévision de la bataille à venir. Face à l'augmentation du nombre de victimes, des renforts supplémentaires seront bientôt nécessaires. Tout au long de l'année, les critiques concernant la gestion de la guerre par Falkenhayn n'ont cessé de s'intensifier. Finalement, en août, il est remplacé comme commandant suprême de l'Allemagne par le maréchal von Hindenburg. Il ordonne l'arrêt de toutes les attaques supplémentaires à Verdun. L'intensité des combats diminue. Mais pas pour longtemps. Octobre 1916. La menace allemande sur Verdun s'est considérablement atténuée. Mais le général Nivelle, commandant débordant de confiance en lui, est déterminé à reprendre les forts perdus. C'est une question d'honneur. Le 21 octobre, 650 canons français ouvrent le feu sur les lignes allemandes. L'arsenal français comprend désormais 2 énormes canons à rail de 400 mm, surnommés Alsace et Lorraine, du nom des 2 régions perdues au profit de l'Allemagne en 1871. Leur mission est de détruire les forts français aux mains des Allemands. Après 2 jours de bombardement, 6 divisions françaises progressent, appuyées par un barrage d'artillerie roulant. Les obus de 400 mm s'écrasent sur le fort de Douaumont. Ils pénètrent dans les murs, font s'effondrer des tunnels et incendient un dépôt de munitions. L'attaque du fort est menée par l'infanterie coloniale française et sénégalaise, spécialement organisée et entraînée pour l'assaut. Ces troupes reprennent finalement le fort de Douaumont, ainsi que les villages environnants. Mais il ne reste plus rien. Ces photographies aériennes montrent le fort de Douaumont avant la bataille. Et au moment de sa reconquête,
Une simple silhouette indistincte, au milieu d'une mer de cratères d'obus et de tranchées. Les soldats allemands, épuisés et démoralisés par de longues périodes au front, se rendent en masse. Le 2 novembre, les Français reprennent le fort de Vaux, abandonné par les Allemands. La dernière offensive majeure aura lieu le 15 décembre. Les Français avancent de 3 kilomètres supplémentaires, faisant des milliers de prisonniers allemands. À l'ouest de la Meuse, les Allemands tiennent toujours la côte 304, ainsi que le Mort-Homme. Mais à l'est, les lignes de front sont quasiment identiques à celles du début des combats, il y a 10 mois. La bataille de Verdun est enfin terminée. La célèbre ville est sauvée, mais à un prix exorbitant. Le coût humain de la bataille de Verdun est extraordinaire. Il est impossible d'établir des chiffres exacts, mais une estimation fait état de 377 000 victimes françaises, dont plus de 40% tuées. Les pertes allemandes sont légèrement moindres, mais restent considérables. Le bilan final des morts de cette bataille s'élève à environ 300 000. En moyenne, 1000 hommes étaient tués chaque jour, et ce, pendant 300 jours. Et pourtant, aucun des deux camps n'a avancé de plus de 8 kilomètres. Stratégiquement parlant, cette bataille est un échec et une défaite pour l'Allemagne. Le plan de Falkenhayn visant à épuiser l'armée française et à briser le moral des Français n'a pas fonctionné. En réalité, ce sont les pertes subies par l'Allemagne en 1916, à Verdun et à la Somme, qui revêtent une réelle importance stratégique. Ils augmentent considérablement la pression sur l'armée allemande, qui combat un ennemi disposant de ressources supérieures, auxquelles s'ajouteront bientôt celles des États-Unis. C'est la stratégie d'usure des Alliés, par terre et par mer, qui érode progressivement la capacité et la volonté de l'Allemagne à continuer à se battre. Pour la France, Verdun devient une victoire célèbre et symbolique. Un témoignage du courage et du sacrifice du poilu, le simple soldat français. Pour beaucoup, elle devient un témoignage de la folie de la guerre. Plus d'un siècle plus tard, le paysage, encore marqué par les combats, sert de mémorial aux morts des deux camps. L'ossuaire de Douaumont referme les restes de 130 000 soldats, français et allemands, non identifiés. Il est aujourd'hui un symbole de réconciliation et d'histoire partagée entre la France et l'Allemagne. Aucun autre champ de bataille ne reflète plus crûment l'horreur et la futilité de la guerre. Après la guerre, une grande partie du champ de bataille de Verdun et d'autres zones de France qui ont connu les combats les plus intenses a été désignée zone rouge. Il s'agissait d'une classification officielle pour les paysages complètement dévastés par les combats, des zones jonchées d'obus non explosés, de restes humains non retrouvés, de résidus d'armes chimiques et d'autres débris du champ de bataille, la reprise de l'agriculture, voire même l'établissement d'une population humaine,
étaient jugées impossibles dans les zones rouges, et ces zones furent donc rendues à la nature. Aujourd'hui encore, des restrictions sont en vigueur dans la zone rouge, où les scientifiques peuvent encore déceler les séquelles écologiques de la guerre.